Aujourd'hui, on continue le voyage qu'on a commencé dans l'épisode précédent. On se laisse porter le long de la rivière Styx. Ici, comme dans les deltas où se mêlent eau douce et eau salée, la vie et la mort se rencontrent. Leurs courants se heurtent parfois en tourbillons, mais ils peuvent aussi se rejoindre en douceur. L'histoire nous dira ce que notre voyage nous réserve. Bienvenue en zone incertaine, en zone de fluidité. Bienvenue entre les deux rives. Le serment d'Augusta, épisode 13. J'écouterai leurs histoires jusqu'au bout, deuxième partie. 5 minutes avant de mourir, elle vivait encore. Cette affirmation est d'une telle évidence qu'elle prête à rire. Mais peut-on vraiment déterminer la mort de quelqu'un à la minute près ? Pendant très longtemps en Occident, la mort est une évidence. Ça ne fait aucun doute. La mort, c'est ce moment où l'on rend l'âme. Notre âme quitte notre corps et rejoint Dieu. On lui ouvre même les fenêtres pour qu'elle puisse mieux s'envoler. Cliniquement, ce départ de l'âme est associé à la dernière expiration du mourant. C'est pour ça qu'on dit que la personne pousse son dernier soupir. Et si jamais on veut s'assurer que ce dernier souffle était bien le dernier, on place un miroir devant les lèvres, un duvet sur les narines, un verre d'eau sur le diaphragme. Mais au début du XVIIIe siècle, des histoires effrayantes commencent à circuler. On raconte que des personnes ont été déclarées mortes à tort et qu'elles ont été enterrées vivantes. Claudio Milanesi, chercheur en littérature et spécialiste du passage de la vie à la mort dans la philosophie médicale, constate qu'à partir de 1700, de plus en plus de personnes demandent dans leur testament à ce que leur corps soit exposé de façon prolongée entre le moment de leur décès présumé et la mise en bière. Je prie et recommande que l'on garde mon corps 2 fois 24 heures avant de m'enterrer et qu'on ne me touche point et n'ensevelisse mon corps que passé les 24 heures. Ceinture bretelle. Cette peur d'être inhumé prématurément, la taphophobie, du grec taphos, tombe, va grandir jusqu'au milieu du XIXe siècle. Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Émile Zola, tous vont écrire sur ce thème. Prenez le colonel Chabert par exemple, que Balzac achève en 1832. Le colonel Chabert est blessé grièvement sur le champ de bataille. Pris pour mort, il est jeté dans la fosse commune. Voici ce qu'il décrit. En levant les mains, en tâtant les morts, j'ai reconnu un vide entre ma tête et le fumier humain supérieur. En furetant avec promptitude, car il ne fallait pas flâner, je rencontrai fort heureusement un bras qui ne tenait à rien. Le bras d'un Hercule, un bon os auquel je dus mon salut. Sans ce secours inespéré, je périssais. Mais avec une rage que vous devez concevoir, je me mis à travailler les cadavres qui me séparaient de la couche de terre sans doute jetée sur nous, je dis nous, comme s'il y eût des vivants. J'y allais ferme, monsieur, car me voici. Mais je ne sais pas aujourd'hui comment j'ai pu parvenir à percer la couverture de chair qui mettait une barrière entre la vie et moi. Vous me direz que j'avais 3 bras. C'est Zola qui pousse le genre à son apogée, dans sa nouvelle « La mort d'Olivier Bécaille », parue en 1884. C'est un samedi, à 6 heures du matin que je suis mort après 3 jours de maladie. Mon Dieu, il est mort! Il est mort! J'entendais tout, mais les sons affaiblis semblaient venir de très loin. Seul mon œil gauche percevait encore une lueur confuse. Une lumière blanchâtre où les objets se fondaient. Un médecin est appelé pour constater le décès d'Olivier. Le médecin venait de s'approcher d'un pas rapide. Je le devinais fatigué, pressé, impatienté. M'avait-il touché la main? Avait-il posé la sienne sur mon cœur? Je ne saurais le dire.
Mais il me sembla qu'il s'était simplement penché d'un air indifférent. « Voulez-vous que je prenne la lampe pour vous éclairer, docteur ?» ?»« Non, inutile. » »« Comment ? Inutile ? Cet homme avait ma vie entre les mains et il jugeait inutile de procéder à un examen attentif. Mais je n'étais pas mort. J'aurais voulu crier que je n'étais pas mort. » Ce temps lourd est mauvais. Rien n'est fatigant comme ces journées de printemps. Et il s'éloigna. C'était ma vie qui s'en allait, des cris, des larmes, des injures m'étouffaient, déchiraient ma gorge convulsée où ne passait plus un souffle. Ah, le misérable, dont l'habitude professionnelle avait fait une machine et qui venait au lit des morts avec l'idée d'une simple formalité à remplir. Et il s'en allait. Et il s'en allait. Ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est qu'il atteste d'une vraie défiance vis-à-vis du corps médical, qui serait incapable de repérer de façon fiable les signes de la mort. Pourtant, la médecine se penche sur le risque d'inhumation prématurée dès l'inscription des premières inquiétudes dans les testaments, 150 ans avant. On ne sait pas trop si ce sont les recherches des médecins sur les signes de la mort qui déclenchent la taphophobie, ou bien si c'est l'essor de la taphophobie qui provoque l'intérêt des médecins pour la mort. Toujours est-il que la science tente dès le XVIIIe siècle de mettre le doigt sur le signe qui permettrait de diagnostiquer la mort avec certitude. En 1742, un ouvrage intitulé « Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort » se concentre sur ce qui distingue la mort apparente, qui est propice à être enterrée vivante, de la mort réelle et sans retour. Ce livre est un best-seller de son temps, réédité plusieurs fois. Pour autant, ces auteurs ne se mouillent pas trop. Ils recommandent d'attendre de voir apparaître une tache verte sur l'abdomen. Pour eux, la seule façon de constater la mort, c'est la putréfaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces recherches marquent un changement sociétal dans notre perception de la mort. La mort apparente, d'abord perçue comme un état rare, causé par certaines pathologies, est désormais considérée comme une étape de notre passage progressif de la vie à la mort. Une étape que nous connaîtrons tous et toutes. Il n'y a plus d'interrupteur vie-mort. Car on comprend que la mort n'est pas un instant, mais un processus. Mais alors, quand déclarer qu'une personne est morte ? La question des signes irréfutables de la mort se pose avec une acuité renouvelée dans les années 50. À ce moment-là, les techniques de réanimation, qu'on appelle « resuscitation » en anglais, font des progrès majeurs. On sait désormais relancer les fonctions cardiaques et respiratoires. Et dans les services de réanimation, la médecine crée de nouveaux états frontières entre la vie et la mort. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer ? Bah oui, par exemple, il y a des patients sous ventilation mécanique qui peuvent avoir le cœur qui bat de lui-même. Mais dans le même temps, ils ont une conscience abolie avec un électroencéphalogramme qui est plat et des réflexes du tronc cérébral qui ont disparu. Et il y a un médecin, le professeur Maurice Goulon, qui a commencé à s'intéresser à ces patients en 1954 et à parler d'eux. Et en 1959, avec le neurologue Pierre Mollaret, ils ont écrit un article dans lequel ils décrivent 23 de ces patients dans un état de coma dépassé. Et en fait, ce coma dépassé, c'est la première description de ce qu'on appelle aujourd'hui la mort cérébrale. La mort cérébrale, je pense qu'il faut le voir comme le moment où on sait qu'il n'y a plus de possibilité d'une récupération significative. Dans les années 60, cette notion fondamentale de mort cérébrale reste assez confidentielle. Mais en 1967, coup de théâtre. Une équipe réalise la première greffe cardiaque en Afrique du Sud. Le cœur est devenu une pièce que l'on peut changer. Ça donne le vertige. Mais qui dit greffe de cœur, dit donneur. Et qui pourrait bien donner son cœur ? Et bien justement, les patients en état de mort cérébrale, ce sont de très bons candidats parce qu'ils ont un cœur qui est parfaitement fonctionnel. Pour rendre possible le prélèvement des cœurs sains, en 1968, un groupe d'experts de la Harvard Medical School publie une liste de critères de mort cérébrale dans le JAMA. Et alors ça, tu vois, ça change complètement la donne parce que on peut toujours faire le diagnostic de la mort comme on le faisait avant, c'est-à-dire quand le cœur s'arrête, mais on peut aussi le faire quand le cerveau cesse d'avoir une activité. T'imagines le changement. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, je pense qu'il faut voir la mort cérébrale plus comme un indicateur pronostique qui permet de prendre des décisions que comme un outil qui nous permet de déterminer la mort ou de déterminer avec précision le moment de la mort. En 68, il y a un autre bouleversement, c'est qu'on passe d'une définition médicale de la mort à une définition légale.
C'est absolument pas neutre, en fait, il y a des effets inattendus à ça, et notamment, d'un pays à l'autre, les lois ne sont pas complètement identiques. Et ça veut dire qu'il peut y avoir une légère variation de la définition légale de la mort d'un pays à l'autre. Attends, comment ça, des variations? Ça veut dire que tu peux être considéré comme mort ou morte dans un pays et pas dans un autre? Bah oui, tu crois pas si bien dire. Aux États-Unis, il suffit même de passer d'un état à un autre pour ressusciter. T'as entendu parler de l'affaire McMath? Non. Je vais te raconter l'histoire. Ça se passe en Californie, et c'est l'histoire d'une petite fille, Jahi McMath, qui va se faire opérer des amygdales, et puis ça tourne vraiment mal. Il y a beaucoup de complications, elle se retrouve en état de mort cérébrale, elle est déclarée morte. À ce moment-là, ses parents décident de la transférer de Californie dans le New Jersey. Pourquoi? Parce que dans le New Jersey, en fait, il y a une loi qui dit que tu peux refuser la mort cérébrale pour des raisons religieuses. Et donc, les parents obtiennent ce transfert. Et ensuite, elle est maintenue en vie pendant 5 ans dans le New Jersey. Elle fait même sa puberté. Et puis, finalement, elle finit par mourir quelques années plus tard, en 2018. Cette fois avec un arrêt du cœur. Donc, elle meurt en quelque sorte pour la 2e fois d'une hémorragie avec des défaillances multiviscérales et un arrêt cardiaque. C'est vrai que cette histoire elle est un peu dingue, mais je peux te donner un autre exemple. Regarde là, je suis devant toi. Si je fais un arrêt cardiaque, je suis mort ou je suis pas mort? A priori, t'es mort. C'est pas si simple. En fait, si tu me fais un massage cardiaque, tu vas restaurer l'activité de mon cœur, celle de mon cerveau, et donc pour l'instant, je suis pas mort. Et en plus, si après mon cœur redémarre, j'aurais survécu, ça veut dire que si on rembobine, finalement, au moment où tu t'es posé la question, je n'étais pas mort. En revanche, si tu me fais pas de massage cardiaque, alors là, j'étais mort. Donc, dans les séries, quand on voit les médecins qui regardent leur montre et qui disent l'heure du décès, 14h19, en fait, c'est de la fiction, quoi. Ah oui, alors ça, c'est vraiment symbolique, hein. Nous, les soignants, on serait bien embêtés pour définir l'heure exacte de la mort. De l'âme qui s'envole par la fenêtre à l'état frontière de coma dépassé, cette histoire avec un grand H des limites fluides entre la vie et la mort est un terreau fertile pour faire pousser nos histoires avec de plus petits H autour de la mort de nos proches. En voici une. Le moment qui va suivre a été observé et raconté par l'anthropologue américaine Alexa Haggerty. Les personnages. Lars. Il est mort il y a quelques heures. Petra, sa femme. Heidi, thanatodoula. Peut-être connaissez-vous les doulas qui accompagnent de façon non médicale la grossesse et la naissance. Les thanatodoulas accompagnent la fin de vie et la mort. Le corps de Lars est étendu sur son lit, et comme il a passé ses dernières heures en détresse respiratoire, sa bouche est grande ouverte. Petra et Heidi s'efforcent de lui fermer la bouche, mais rien à faire, le foulard ne tient pas. Elles sortent un petit moment de la chambre, histoire de faire une pause. Quand elles reviennent, Lars a la bouche fermée et il sourit. Petra et Heidi se regardent. Ce sourire, c'est un signe que Lars leur fait. L'histoire qui naît lors de la mort de Lars, ce qui leur dit, à sa façon de mort, qu'il ne souffre plus, qu'il est bien et en paix. Pour Heidi, la thanatodoula, Lars est encore un peu présent, même si ses organes ont cessé de fonctionner. Sa façon d'être au monde est affaiblie, mais il continue à comprendre et même à répondre aux vivants. Mais Heidi sait aussi que la mort peut causer des contractions musculaires et expliquer ce sourire post-mortem. Vinciane Després, philosophe des sciences, s'est penchée à son tour sur la mort de Lars dans son livre « Au bonheur des morts ». Et elle le resitue dans notre rapport contemporain à la mort, qu'elle estime polarisé et polémique. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'aujourd'hui on appréhende la mort soit de façon enchantée. Je crois aux esprits. Lars m'a vraiment souri. Soit de façon matérialiste. N'importe quoi. Lars n'est plus. Ce sourire, c'est juste un rictus de cadavre. Mais Heidi, la thanatodoula, ne polémique pas. Elle n'est pas sur le mode binaire, polarisé. Ou bien c'est l'esprit de Lars, ou bien c'est un rictus. Heidi est plutôt sur un mode « c'est un signe de Lars et un mouvement des muscles ». Les deux lectures du sourire de Lars ne se confrontent pas de façon polémique. Elles coexistent. Heidi conçoit le corps de Lars comme à la fois biologique et sacré, objet et sujet, désenchanté et enchanté, inerte et plein d'esprit.
Les histoires comme celle de Lars, avec leurs petits H humbles mais puissants, peuvent être d'une aide précieuse au moment de la fin de vie, pour les patients-patientes, comme pour les soignants-soignantes. Vous rappelez-vous de l'histoire du neveu que racontait Rita Sharon dans l'épisode précédent ? Rita était convaincue que son étudiant ne pourrait comprendre ce qu'est l'écoute radicale qu'en la pratiquant pour de vrai, avec une patiente. Eh bien aujourd'hui, c'est vous qui prenez en quelque sorte la place de cet étudiant américain. Nous vous emmenons échanger avec Jean-Claude Langman. Jean-Claude est atteint d'une maladie neurodégénérative rare. Vous allez entendre que Jean-Claude est à bout. Sa maladie est dure. Ici, pas d'histoire enchantée. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur ? Je suis le docteur Langman. Je suis le docteur Langman. J'ai exercé pendant 28 ans J'ai exercé pendant 28 ans. Qu'est-ce que c'était votre spécialité ? dans la zoologie, chirurgie maxillofaciale. En chirurgie maxillofaciale. Emmanuel et Jean-Claude se rencontrent pour la première fois. Cet échange n'est pas une consultation, simplement une conversation. Malgré tout, vous allez voir que des questions qui semblent anodines, comme « est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire ?», permettent de rester dans la vie, même si elle touche à sa fin. Quand est-ce qu'elle est arrivée, cette maladie ? Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, j'avais tendance à tomber. Il y a une dizaine d'années, j'avais tendance à Et tomber. je me suis demandé ce que c'était. Pendant longtemps, le diagnostic erré. Et je me suis demandé ce que c'était pendant longtemps le diagnostic. Je suis tombé sur J'ai un erré. médecin. Je suis tombé sur un médecin Couloir qui a vu mon dans un regard. couloir qui a vu mon Il a dit, regard. mais vous avez un regard plafonnant. Il m'a dit « Vous avez un regard plafonnant. J'ai une PSP. J'ai une PSP. » Après, je suis tombé de plus en plus. Après, je suis tombé de plus en Une plus. maladie qui progresse inexorablement. C'est une maladie qui progresse Et inexorablement. je suis tombé de plus en plus. Jusqu'à ce que je sois immobilisé inexorablement. Jusqu'à ce que je sois immobilisé inexorablement. D'accord. Maintenant, vous êtes immobilisé. Complètement. Comment vous avez traversé ça ? Mais inexorablement. Misérablement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est une maladie épouvantable. Une maladie épouvantable. Ça s'est aggravé tout seul. Ça s'est aggravé tout seul. Mais bon, il a fallu continuer à vivre quand même. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Je veux toujours mourir. Je veux toujours mourir. Vous voulez toujours mourir ? Oui. Mais une mort douce. Oui, une mort douce. Une mort telle que peut l'apporter la médecine. Une mort telle que peut l'apporter la médecine. Il y a des jours où vous voulez pas mourir ? Non. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Non, non, il n'y en a pas. Et qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien ? Je lis. Ouais. Je lis. Vous pouvez me raconter un peu ? Ma femme m'a acheté une liseuse qui augmente les caractères. Ma femme m'a acheté une liseuse pour voir les caractères. Donc vous lisez tous les jours ? Oui. Oui, Vous pouvez me raconter un peu vos lectures ? J'ai commencé par des choses que j'avais pas l'habitude de lire. j'ai commencé par des choses que j'avais pas l'habitude de lire. Piqué au jeu. Et je me suis pris au jeu. Par exemple, les Rougon-Macquart Par exemple, les Rougon-Macquart d'Émile Zola. d'Émile Zola. Dans cette conversation entre Jean-Claude Langman et Emmanuel, on retrouve certains des points qu'on a abordés ensemble dans l'épisode 12. Par exemple, poser des questions et poser des questions ouvertes. Quoi d'autre ? Et ben aussi se préparer à recevoir des réponses inconfortables. On entend qu'Emmanuel accueille l'envie de mourir de Jean-Claude. Mais il identifie aussi ce à quoi il tient en ce moment et comment il fait face à la souffrance. Lors du dernier épisode, on s'était interrogé sur comment trouver les mots justes quand on entre dans le moment de la fin de vie. On avait conclu que l'écoute radicale permettait de trouver le langage verbal et non verbal qui est adapté à chaque personne. Ce que permet aussi l'écoute radicale, c'est une approche narrative de la parole des malades. Et vous allez voir à quel point se raconter nos histoires avec des petits H peut aider ceux qui partent comme ceux qui restent. Je suis Madame Langman, Anne.
Mon époux, vous venez de l'interroger. C'était un monsieur qui était brillant, très brillant. Pendant cet échange avec sa femme, Jean-Claude est toujours à nos côtés. Qui avait beaucoup de passion. Vous savez qu'il était donc chirurgien aussi. Hein. Mais à côté de ça, il y avait, comme vous pouvez le voir ici, il y avait la peinture, il y avait le théâtre, la lecture, qu'il m'a toujours tout fait partager. Mon mari est né dans le Berry, par accident, c'était juste après-guerre. Je ne sais pas s'il veut que j'en parle. C'est une histoire compliquée. Oh là, ça va le faire pleurer. Ouais, mais il a dit si elle veut. Sa maman attendait un autre enfant alors qu'elle en avait déjà 3. Ce sont des juifs polonais. Donc ils ont été très touchés pendant la guerre. Donc il est né et c'était très difficile pour mes beaux-parents. Donc ils l'ont laissé dans le Berry, chez une nounou. Mais ils l'ont laissé un peu longtemps, 7 ans. À 7 ans, il a fallu quand même reprendre cet enfant à la maison. Donc il est rentré à Paris avec ses parents. Et là, il m'a dit, comme il avait été un peu au catéchisme, malgré que nous soyons tous les deux juifs, il disait, je suis arrivé à Paris, pour moi ça a été l'enfer. Donc il a grandi, il a eu une scolarité difficile. D'ailleurs, il a eu une primo-infection. Donc il a manqué l'école plusieurs mois. Il y avait le concours d'entrée à l'époque en 6e. Et comme c'était pas au départ un bon élève, personne ne s'est vraiment soucié de ce qui... Bon, il a quand même voulu passer le concours. Et Dieu merci, il a réussi. Et à partir de ce moment-là, il a été libéré. Et c'est devenu un excellent élève avec toujours les prix, tous les prix d'honneur, les prix, c'était et prix d'excellence, oui. Après, il a décidé de faire médecine. Alors pourquoi il a décidé de faire médecine ? Parce que il y a eu 68 et il a participé au mouvement. Il a toujours été contre l'internat. Il voulait pas faire l'internat alors qu'il était quand même... Il est arrivé 2e, je crois, ou 1er. Ta promotion en... Pourquoi il était contre l'internat ? Contre le rabâchage. Parce que ce qui arrivait, À cause du rabâchage. c'était toujours des éléments médiocres. Parce que tous ceux qui arrivaient, c'était toujours des éléments médiocres. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On a réglé le compte à l'internat ? Oui. Oui. Bon, du coup, vous avez un produit du système et la quintessence de la médiocrité devant vous. Tu as quelque chose à redire, Jean-Claude ? Rien. Par contre, il voulait émigrer aux États-Unis. Parce qu'il trouvait que c'était pas du tout le même système. En fait, ça s'est pas fait parce qu'on s'est rencontrés. Tout simplement. Voilà, je crois que pour moi et pour lui, je crois que c'est la meilleure chose, c'est d'essayer de continuer comme on a toujours fait jusqu'à présent. Hein. Tu es d'accord ? Oui, oui. Notre petite chaîne, je peux vous dire qu'elle nous apporte énormément à tous les deux. Elle est toujours sur lui, on croirait qu'elle le console, elle est près de lui. D'ailleurs, quand quelqu'un vient et veut s'occuper de lui, c'est là où elle aboie parce qu'elle sait pas, elle a peur qu'on lui fasse du mal. Sûrement qu'elle le console, vraiment. Hein. Ah oui, je crois. Il y a vraiment, et à moi aussi, c'est notre rayon de soleil, cette petite chaîne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter l'un ou l'autre que vous voulez me raconter ? J'ai rien à raconter de plus. Tu veux rien raconter de plus ? Non, on a fait le tour, c'est une vie, quoi. Faire le tour d'une vie, c'est-à-dire faire le récit d'une vie. C'est une façon de se réapproprier son histoire et en quelque sorte d'écrire soi-même sa destinée. La pratique du soin par le récit s'est développée dans les années 70 grâce à une figure importante. Dame Cicely Saunders, infirmière, travailleuse sociale, puis médecin et écrivaine. C'est elle qui a fondé le mouvement moderne de l'hospice.
ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs. Eh bien, j'ai eu une drôle de carrière. J'étais infirmière pendant la guerre. Je me suis fait mal au dos, j'ai dû arrêter et je suis devenue travailleuse sociale dans le médical. C'est là que j'ai réalisé à quel point un patient faisait partie de sa famille et à quel point son foyer était important. Dans le premier service que j'ai pris en charge, il y avait un juif polonais de 40 ans atteint d'un cancer inopérable. J'ai été pratiquement la seule personne à lui rendre visite pendant les 2 mois avant sa mort. Nous avons parlé tous les deux d'un lieu qui aurait été mieux pour lui que le service de chirurgie très chargé où il était. Il avait besoin d'un meilleur contrôle de la douleur, même si elle n'était pas sévère. Et surtout, il avait besoin de savoir qui il était. Il allait mourir à 40 ans, il venait du ghetto de Varsovie, il ne laisserait personne derrière lui. Et il avait le sentiment d'avoir si peu vécu que son passage ne laisserait aucune trace. Pour Dame Cicely Saunders, les médecins abandonnent trop souvent les patients mourants. Alors, elle imagine aux côtés de ce patient fondateur, David Tasma, un lieu moins bruyant et moins brutal que l'hôpital pour accueillir les personnes en fin de vie. Il m'a dit qu'il me laisserait quelque chose pour ce lieu dans son testament. Il avait une assurance. Il m'a dit « J'achète une fenêtre dans ta maison ». L'idée d'ouverture à tous ceux qui pourraient venir, à tous les défis futurs, a germé de ce don. C'est le don de David Tasma qui a été fondateur du mouvement des hospices, alors qu'il pensait que son nom ne signifierait jamais rien pour quiconque. David Tasma sait qu'il ne pourra pas faire partie du rêve de Cicely Saunders de construire une maison pour les personnes en fin de vie. Mais à sa mort, il lui lègue 500 livres sterling et fait le vœu d'être une fenêtre dans cette maison. Presque 20 ans plus tard, Dame Cicely Saunders fonde enfin sa maison, le tout premier établissement de soins palliatifs. Et dans ce St. Christopher's Hospice, la fenêtre à l'entrée de la résidence est dédiée à David Tasma. Aujourd'hui, des gens viennent du monde entier pour la voir. Pendant ces 20 ans qui s'écoulent entre la mort de David Tasma et l'ouverture de St. Christopher, Dame Cicely Saunders ne chôme pas. Après la mort de David, elle veut mieux comprendre la douleur des mourants. Elle se lance à 33 ans dans des études de médecine et entreprend une recherche sur l'expérience de la douleur auprès de plus de 1000 patients-patientes. Sa méthode, l'écoute. À l'issue de cette recherche, elle qualifie leur expérience de « total pain », une douleur totale, non seulement physique, mais aussi émotionnelle, sociale et spirituelle. Pour elle, il est impossible de dissocier la douleur corporelle de l'impact émotionnel d'un diagnostic de maladie en phase terminale. En réponse à cet état de douleur totale, elle élabore une approche radicale. Une prise en charge holistique qui passe tout autant par les soins du corps que par les soins relationnels. Et c'est ainsi qu'elle pose les bases de ce que sont les soins palliatifs. Forcément interdisciplinaires. Depuis sa création, la médecine palliative garde un temps d'avance. C'est à elle que l'on doit l'interdisciplinarité donc, mais aussi l'entrée à l'hôpital de la société civile, de la philosophie, l'intégration des familles des patients-patientes dans les projets de soins. Je crois que nous parlons là de spiritualité, qui est un espace beaucoup plus large que la pratique religieuse. C'est la quête de sens, l'examen de nos valeurs personnelles les plus importantes, le sentiment de regarder au-delà de soi-même et d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, même si ce n'est que sa propre famille. Savoir qui on est, pouvoir regarder la vie qu'on a vécue et l'accepter, voilà ce que je nommerais spiritualité, et qui me semble une chose plus profonde que la simple psychologie. Et je pense que cela fait partie de l'être humain. Laisser cela de côté et ne s'intéresser qu'au corps et à l'aspect physique, c'est négliger les gens. Les personnes sont plus importantes que cela. Et même si on pense qu'elles ne laissent rien d'autre derrière elles que les souvenirs de ceux qui les ont connues, c'est très important qu'il y ait de bons souvenirs. Dame Cicely Saunders avait l'habitude de dire aux soignants-soignantes qui rejoignaient St. Christopher's « La question n'est pas ce que vous dites à vos patients, mais que laissez-vous vos patients vous dire ?»
C'était sa façon à elle d'exhorter les professionnels de santé à aller plus loin que l'anamnèse des événements médicaux, de les encourager à s'ouvrir aux histoires de vie. Dans ses ouvrages, elle affirme que permettre aux mourants de raconter leur histoire de vie est souvent thérapeutique, et même cathartique. Après ces conversations, ces patients-patientes déclarent ressentir moins de douleur et ont besoin de doses plus faibles de morphine. Le travail de Dame Cicely Saunders place la pratique narrative au cœur même des soins palliatifs. Une autre femme a bien compris la puissance de l'histoire de vie pour les personnes qui approchent de la mort. Elle s'appelle Valeria Milewski et elle en a même fait une thèse en sciences du langage. Tenir parole et rendre parole, la care-biographie. Ricoeur, il a dit que inviter le narrateur à se raconter, c'est l'inviter à donner du sens, de la cohérence et de l'unité à sa vie. Mais il a aussi beaucoup parlé de reconfiguration. En fait, à chaque fois que l'on fait récit, eh bien, on se reconfigure. Non pas qu'on se mente ou que l'on mente, mais c'est très très subjectif. D'ailleurs, il dit tout ça, c'est pas du vrai, mais ça dit du vrai. Et en fait, c'est vraiment pour moi majeur, c'est qu'à ce moment-là de la vie, il est donné la possibilité à celui qui va se raconter de se réinventer, de se reconfigurer avec la mémoire, bien sûr, mais une mémoire toute subjective et le temps présent. En France, en 2007, c'est Valeria Milewski qui propose pour la première fois dans un service d'hémato-oncologie un soin de support particulier, la biographie hospitalière. Elle vient au chevet des patients-patientes en fin de vie et ensemble, elles écrivent leur histoire. Valeria leur remet ensuite un livre relié qui peut être laissé à leurs proches. La première personne à qui j'ai remis le livre, on était assez contents, lui comme moi. Et quelques semaines après, je suis en staff et les infirmières du service, elles disent à un moment donné, bah oui, ce monsieur, il va pas du tout, il est aux urgences, il va pas du tout. Alors les médecins disent, bah oui, il va juste mourir et je sais pas, j'ai une petite intuition. Et je demande à m'éclipser et je vais le voir aux urgences. Et effectivement, je vois un monsieur qui est complètement perdu, il a son livre et il me regarde, il a le regard dans le vague et il me dit, bah oui Valéria, il y a un point final à mon livre. Alors je comprends pas de suite. Je dis, ouais, on a fini, ça va? Et puis il me dit, bah non, ça va pas du tout. Et là, le ciel me tombe sur la tête parce que je me rends compte que ce monsieur ne s'autorisait plus à vivre parce qu'il y avait un point à son livre. Donc, je remonte à l'étage dans le service et là, je dis à l'équipe, je leur dis, ben voilà, je suis désolée, mais l'idée que j'ai pu vous proposer, eh bien, elle n'était pas bonne. Parce qu'en fait, la première personne à qui je remets le livre, c'est l'inverse de ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé quelque chose d'ouvert, plein d'espérance. Et en fait, maintenant, ce monsieur, il n'a plus d'espérance et bien au contraire. Donc, je vais partir. Donc là, plus personne ne parlait, ne rigolait. Et on a mis un temps incroyable pour trouver une chose très, très simple qui sont des pages blanches. Maintenant, à chaque fin de livre, il y a une vingtaine de pages blanches pour que l'histoire continue. Pour qu'Annabelle, la petite qui a 6 ans, elle le prenne, elle fasse en dessin son papa qui est mort 1 an avant, sa maman, sa petite sœur, la maison. Voilà, pour qu'en tous les cas, il y ait cette fenêtre ouverte. Un jeune papa cuisinier, alors lui, il avait un langage extrêmement, pour moi, extrêmement grossier, mais moi je suis une handicapée des gros mots. Hein. Oh non mais c'est dingue, ça fait rire tout le monde, hein. Je suis vraiment voilà. Bref, et lui alors et je crois il en a dit pour mes 3 vies à venir ou celles passées, enfin je sais pas, mais je n'avais jamais entendu ça parce que l'idée c'est quand je le lis, il est là. Je suis vraiment dans le verbe de l'autre. On ne signe pas, enfin vraiment, voilà, c'est tenir parole et rendre parole. Donc je lui envoie, parce qu'il ne pouvait plus se déplacer, il était vraiment en phase terminale. On avait terminé, je lui envoie avec toutes les précautions d'usage, et je lui dis, voilà, faites-vous plaisir, corrigez. 1 semaine passe, il me renvoie rien. Je me dis, bon, il faut laisser du temps. 2 semaines passent, c'est pareil, et là, je dis à l'équipe, j'ai fait une erreur. J'ai fait une grossière erreur. Je lui ai envoyé du Bukowski, il voulait du Rimbaud.
Parce qu'en fait, j'ai gardé tellement son propos que quand il a dû le lire, il a dû se dire « Non mais attends, c'est moi ça ? C'est horrible, c'est pas possible. » Et en fait, la semaine d'après, il avait seulement barré, il avait été élevé par sa grand-mère, il avait seulement barré mémère pour mettre grand-mère, mais tout le reste, il l'avait laissé. Et du coup, ça m'a vraiment attendrie. Et surtout, il m'a donné le feu vert, parce que j'ai appris avec eux, en disant c'est ça qu'il faut faire, il faut bien tenir parole et rendre parole et rester dans les mots, quels qu'ils soient. Le récit de vie traverse les conceptions anciennes et contemporaines de ce qu'est une bonne mort. Car lorsqu'on se sent en fin de vie, on entame un travail, le travail de mourir. Ce travail consiste à donner un sens et une cohérence à notre vie, et peut-être aussi une direction aux vies de celles et ceux qui restent. Il s'agit de transmettre qui on est, de résoudre les conflits laissés en suspens. Je me souviens d'un jeune de 25 ans, très grand, un métalleux. Il perd sa maman, elle a 50 ans. On peut l'appeler Véro. Je remets le livre à distance du décès. Je sais ce qu'il attend. Je sais qu'il ne connaît pas l'identité de son père. Je sais qu'il n'attend que ça, un nom. Et je sais qu'il n'y est pas. Je lui remets le livre et quelques jours plus tard, j'ai la grand-mère qui m'appelle et qui me dit « Valéria, mon petit-fils, il a pris le livre, il l'a lu, il l'a jeté dans la pièce. » Et je comprenais pourquoi. 6 mois plus tard, elle me rappelle. Alors j'étais très étonnée de son appel, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Valéria, mon petit-fils, il a relu le livre et il a compris. » C'est une ode d'amour à son fils unique. Et ça m'a vraiment impacté, cette maman qui a tout fait, tout dit. C'était un poème incroyable pour son fils. Est-ce que vous avez besoin de souffler un peu ? Cet épisode, il est long, il est intense en émotions. Peut-être que vous avez envie d'un temps calme ? Si oui, c'est le bon moment pour appuyer sur pause. Et si vous avez envie de continuer l'épisode, on se retrouve dans 30 secondes. Vous vous sentez comment ? Vous êtes prêts et prêtes pour la suite ? Si oui, Rita Sharon nous attend. Rita Sharon, nous vous l'avons déjà présentée dans l'épisode précédent. Comme Valeria Milewski et comme la pionnière Dame Cicely Saunders, elle est convaincue que pour aider les patients à trouver un sens à leur souffrance et à surmonter la dégradation de leur santé, il faut se tourner vers les mots. Elle travaille donc depuis les années 2000 à développer la pratique narrative dans le soin. Selon elle, les 3 étapes de ce qu'elle appelle la médecine narrative sont l'attention. Alors l'attention, c'est ce moment d'écoute radicale où on essaye d'être pleinement présent pour recevoir le récit du patient et pour se projeter dans son univers narratif, suivre le fil et au final arriver à accepter complètement qu'il dit la vérité. La représentation. La représentation, c'est le moment où on cherche à donner du sens à ce qu'on a ressenti, ce qu'on a entendu, ce qu'on a imaginé quand le patient nous a offert son récit. C'est une étape très importante de la pratique narrative, mais je crois que Rita Sharon, elle le raconterait mieux que moi. Je m'appelle Rita Sharon, je suis écrivaine, je suis médecin. Comme presque tous les romanciers que j'ai lus, si j'écris, c'est pour réfléchir. Tout le monde n'utilise pas le langage écrit, je le comprends. Certains dessinent pour savoir ce qu'ils ont en tête, d'autres composent. Je suis une grande fan de la médecine narrative parce qu'elle nous apporte des moyens de répondre aux besoins des patients. La médecine narrative consiste à soigner avec tous nos sens. On sait à quel point il est difficile pour les patients d'exprimer leurs problèmes. Et ce que j'ai appris, c'est que moins j'en dis, mieux c'est.
Ma façon de pratiquer la médecine narrative, c'est de leur dire « Je vais être votre médecin et j'ai besoin que vous me parliez de votre vie, de votre corps et de votre santé. Dites-moi ce que vous pensez que je devrais savoir sur votre situation. » Et puis je me tais, je me contente d'écouter. Et ce que j'apprends est incroyable. Il y a 3 moments dans la médecine narrative. L'attention, la représentation, l'affiliation. La représentation permet de capturer ce sur quoi on porte notre attention. Parce que si on ne le capture pas en écrivant, en dessinant, en dansant, si on ne lui donne pas une forme qui puisse être vue ou entendue par d'autres personnes, ça disparaît. C'est pour ça qu'on écrit et qu'on crée. Cette étape est la raison d'être du tableau parallèle. Pour devenir médecin, ça ne suffit pas de voir mourir des enfants de 2 ans en pédiatrie. Il y a des choses qui se produisent lorsque nous prenons soin des patients à l'hôpital et qui sont très importantes. Mais elles n'ont pas leur place dans le dossier de l'hôpital. Qu'allez-vous faire du fait que ce patient vous mette en colère? Que vous trouvez celui-ci vraiment, vraiment ennuyeux? Que ce patient vous rappelle votre grand-père, décédé l'année dernière et qui vous manque terriblement? C'est à ça que sert le tableau parallèle. Ça n'a rien à voir avec le patient si votre grand-père était atteint de la même maladie, mais ça a à voir avec votre évaluation de comment prendre soin de ce patient. Prendre conscience, reconnaître ce qui est remué en vous. Si vous l'écrivez quelque part, surtout si vous pouvez ensuite le partager avec d'autres personnes. T'as écrit quoi dans ton tableau parallèle, Jim? Oh, j'ai réalisé que ce vieil homme, atteint d'un cancer de la prostate, me rappelle mon grand-père. Et ça me fait tellement de peine. Une fois qu'il a dit ça, il devient un étudiant en santé encore meilleur pour ce patient. Mais il doit d'abord le voir. Il doit le voir avec des mots. La médecine narrative bénéficie à la fois aux patients et aux soignants. Plusieurs études suggèrent que l'écriture d'un journal a un rôle protecteur contre le burn-out pour les étudiants en médecine. Parce que observer le courage, l'ingéniosité, l'amour dans leur pratique peut donner de l'énergie pour faire face à la souffrance ou à la fatigue. Vous vous rappelez de Justine qui témoignait dans l'épisode 12 de son chagrin face à la mort d'une patiente en réa? C'est la toute première patiente que j'ai eue dans le service. Je me suis occupée d'elle pendant plusieurs mois où elle était hospitalisée et c'était donc la première patiente dont je m'occupais en réanimation. Tous les matins, j'allais la voir. Elle a commencé à aller un petit peu mieux. On avait réussi à la remettre assise, donc moi j'étais super contente. Je suis arrivée un lundi matin et elle n'était plus dans sa chambre. C'était quelqu'un d'autre. Quand je suis rentrée chez moi dans l'après-midi, je tournais en boucle autour des mêmes choses, de se dire « Ah, mais en fait, c'est trop bizarre, il y a une autre personne dans sa chambre, j'ai personne à qui parler de tout ça. » Et je me suis remise à pleurer. Et je me suis retrouvée à ce moment-là, justement, à chercher sur Internet quelle musique écouter quand on perd un patient. Et j'ai pas trouvé. Et je me suis sentie vachement seule parce que je me suis dit, mais si personne a fait une playlist avec ça, si personne a fait des musiques comme ça, c'est que peut-être je suis pas censée me sentir comme ça au final. Finalement, j'ai pas fait de playlist. Et plusieurs mois après, j'étais justement en cours de médecine narrative et je me rendais pas vraiment compte que ça me travaillait encore. Et on a eu un exercice, c'était d'écrire, on avait 10 minutes pour le faire et il fallait écrire sur un patient ou une patiente. J'ai ressenti le besoin d'écrire sur cette patiente-là. J'ai écrit à
deuxième personne du pluriel, pour m'adresser à elle. Madame B, il y a ce qu'on lit de vous dans votre dossier, votre âge, vos antécédents, votre pathologie. On s'y perd rapidement dans ce dossier, celui de la patiente de la 305, qu'on essaye de parcourir vite et bien avant d'entrer dans la chambre. Et on prend un temps avant d'entrer. C'est la première fois qu'on va vous voir. Vous êtes une patiente, on ne vous connaît pas. Vous êtes notre première patiente de réanimation. Sur le moment, on a dû le lire devant tout le monde et je me suis effondrée en pleurs à nouveau, de revivre l'histoire. Votre dossier n'est plus dans le bureau. On n'a pas eu le temps de vous dire au revoir. Mais ça m'a fait du bien d'écrire ça. Je l'ai retrouvé il y a quelques semaines et ça m'a fait du bien de le relire. Ça rend la chose plus fraîche en mémoire, de pouvoir relire ces mots-là, revoir comment je m'étais sentie à ce moment-là et de pouvoir le garder avec moi. Peu importe à qui j'enseigne, ils vont lire ce qu'ils ont écrit et dire « Je n'avais aucune idée que j'allais écrire ça ». Ce que j'espère, c'est que les étudiants gardent le sens du mystère et qu'ils conservent leur capacité à voir les choses à leur manière unique. C'est ça, la créativité de ce métier. Vous voyez les choses de la manière dont vous, et vous seul, pouvez les voir. On utilise le soi comme instrument créatif. Ce métier donne la liberté de voir ce que vous et peut-être vous seul pouvez voir. Et ça sera utile aux patients. On a vu l'attention, la représentation. Voici maintenant l'affiliation. L'affiliation, c'est le moment où le lien se crée entre le patient et le soignant. Et ça résulte des mouvements entre l'écoute et le récit, entre l'attention et la représentation. Et quand le patient et le soignant entrent en résonance, à ce moment-là, il y a un lien très fort qui se crée entre eux au travers du récit du patient. Et pour les patients, ce lien, cette affiliation, c'est un antidote extrêmement puissant face au silence, à la solitude engendrée par la souffrance et la maladie. L'affiliation, c'est quand l'attention à l'autre et le partage de l'histoire, des émotions, permettent aux cliniciens et aux patients de reconnaître leur humanité commune. Mais cette thérapeutique narrative ne nécessite pas forcément un patient et un soignant. Elle peut aussi se pratiquer au sein de la famille, avec nos amis. Les proches peuvent, comme Anne Langman l'a fait avec son époux, venir co-construire l'histoire de vie de celui ou celle qui meurt. Je m'appelle Michel Lévy-Soussan et je vais, après 33 ans de médecine clinique à la Pitié-Salpêtrière, je vais maintenant poursuivre l'aventure à l'Hôtel-Dieu de Paris pour développer la médecine narrative. Léa. Elle était très confuse, elle avait une grande agitation, dans un moment de grand désordre, de grande confusion. Cette femme n'a été apaisée que par ce récit, là aussi mosaïque, pluriel, de tous les enfants et petits-enfants qui venaient lui raconter sa vie, comme un moment aussi d'inversion de la transmission. Et c'est ces récits qui avait été un peu choisi, organisé, parce que la famille était tellement bouleversée de ne plus la reconnaître, de la voir aussi agitée. Et donc, voilà, ils ont réuni cette mémoire, ces moments, y compris bien sûr de son enfance, donc des histoires qu'elle avait pu leur raconter, et qui lui revenaient à nouveau par eux et qui lui ont permis de s'apaiser. Cet apaisement, c'est aussi ce que raconte Nicolas Menet dans son livre « Faire le deuil de soi ». Ses proches vous avaient parlé de lui dans l'épisode 12. Atteint d'un glioblastome à 42 ans, l'histoire de vie de Nicolas se coécrit avec ses proches dans les derniers mois de sa vie. Réémergeant de mon passé, des gens se manifestent, informés de ma situation.
Des souvenirs reviennent, mettant ma vie en cohérence et en facilitant le bilan. En revoyant toutes celles et tous ceux qui ont été importants pour moi et ont contribué à la construction de qui je suis, je touche du doigt l'unité biographique, une forme d'homogénéité de ma personnalité construite avec mon histoire et qui me permet de m'appréhender dans mon entièreté et ma complexité. Je me sens dorénavant rassemblé, unitaire, comme un bloc plus fort, plus puissant. Ces dialogues amicaux surgis du passé m'ont permis de combler des vides dans mes souvenirs, mais aussi de réajuster mes représentations et certains moments de ma vie, de les décentrer de mon entendement pour remettre une forme de vérité dans mon histoire de vie, une façon de faire la paix avec moi-même. En revenant sur notre vie, que ce soit avec nos proches, avec un soignant ou avec une biographe hospitalière, on découvre des liens entre les différents événements qui nous sont arrivés. Et par le récit, on vit quelque chose de magique. On se rencontre une nouvelle fois. Audre Lorde, la poétesse noire lesbienne que vous commencez un peu à connaître, a consacré son journal du cancer à intégrer son cancer à son histoire de vie. Elle annonce ainsi sa démarche. Je dois réfléchir à ce que mon corps signifie pour moi. Après sa mastectomie, Audre Lorde se pose cette question. Comment se sentaient les Amazones du Dahomey ? Les Amazones du Dahomey étaient les guerrières du roi du Bénin, des femmes au statut semi-sacré. Les Blancs les assimilaient aux Amazones mythologiques, des guerrières elles aussi, dont l'initiation consistait à se faire couper un sein pour mieux tirer à l'arc. Par cette simple question, comment se sentaient les Amazones du Dahomey, Audre Lorde réécrit sa nouvelle identité. Elle est une guerrière, au sein unique, à la peau noire. Elle est lesbienne et elle fait partie de ce régiment de femmes. En invoquant les Amazones du Dahomey, elle crée un lien signifiant entre son ancien moi, noir, lesbien et féministe, et son corps amputé d'un sein. Par le récit, Audre Lorde donne à sa mastectomie une sorte de nécessité rétrospective. C'est comme si elle avait dû perdre un sein pour devenir la version complète d'elle-même. En écrivant l'histoire de son cancer, Audre Lorde est devenue ce qu'elle a toujours été. Pour devenir ce qu'on a toujours été, les récits n'ont pas besoin de coller aux faits. Il ne s'agit pas d'une démarche documentaire. Avez-vous vu Big Fish de Tim Burton ? Edward Bloom est mourant. Toute sa vie, il a aimé raconter ses histoires extraordinaires, peuplées de géants, de sorcières, de loups-garous. Ses fiançailles, son premier travail, toute sa vie n'a été qu'aventure incroyable. Son fils, Will, est journaliste. Il attend un bébé. Quand il apprend que son père va bientôt mourir, il vient à son chevet, dans l'espoir de connaître enfin l'histoire vraie de sa vie. Papa, je ne sais pas qui tu es vraiment, parce que tu ne m'as jamais raconté la moindre chose véridique. Je t'en ai raconté des milliers, Will, c'est ce que je fais en racontant des histoires. Tu racontes des mensonges amusants, des histoires, celles qu'on raconte à un enfant de 5 ans pour qu'il s'endorme, mais ce n'est pas toute une mythologie qu'on continue d'entretenir quand son fils a 10, 15, 20, 30 ans. Et moi, je te croyais. J'ai cru à tes histoires plus longtemps que je ne l'aurais dû. Quand je me suis rendu compte que tout ce que tu me racontais était impossible, je me suis senti idiot de t'avoir cru. Tu es comme le Père Noël, les cloches de Pâques, une charmante imposture. Que veux-tu, Will ? Qui veux-tu que je sois, bon sang ? Sois toi-même. Bon, mauvais, que sais-je. Montre-moi qui tu es pour une fois. J'ai toujours été moi-même depuis que je suis venu au monde. Et si tu ne le vois pas, c'est ta faute, pas la mienne. Will est un homme d'information vérifiée, un homme de fait. Face au sourire de Lars, Will ne verrait que le rictus post-mortem. Il est dans le mode « ou » que Vinciane Després qualifie de polémique. Ou mon père ment, ou il me dit enfin la vérité. Pourtant, les histoires que nous faisons de nos vies ne sont pas qu'une suite de faits. Les récits personnels peuvent être lacunaires, évasifs, et même merveilleux. Et c'est justement là, dans ces lacunes, ces réécritures, que se trouve leur vérité. Plus on reconstruit, plus on réécrit, plus notre envie d'exprimer notre vérité est puissante, et vraie. Will le comprend à la fin du film. Pardon de divulgacher, mais je vous promets que le film est tout aussi beau quand on connaît la fin. Le père de Will est à l'hôpital. Il agonise. Will est seul à son chevet. Soudain, son père se réveille. Il veut pas d'eau, il veut rien qu'une histoire. L'histoire de sa mort. Papa ? Écoute-moi. Comment ça arrive ?
De quoi tu parles? Comment je parle? Je connais pas cette histoire, tu sais. Tu me l'as jamais racontée. D'accord, hein? D'accord, je vais essayer. Il faut que tu m'aides. Dis-moi comment ça commence. Comme ça. D'accord, d'accord. Très bien alors. Alors c'est le matin et nous sommes à l'hôpital. Je me suis endormi sur une chaise, je me réveille et je te regarde et tu as l'air d'aller mieux. Papa, tu as changé. Papa. Fichons le camp d'ici. Je réponds. Papa, tu n'es pas en état? Prends ce fauteuil roulant. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Quand on aura quitté l'étage, on sera tiré d'affaire. Et on prend un fauteuil roulant. On essaie de s'échapper de l'hôpital et en arrivant à la rivière, Le voilà! on voit que tout le monde est déjà là. Mais vraiment, tout le monde. Ce n'est pas croyable. L'histoire de ma vie. Les histoires, merveilleuses ou non, sont ce fil de soie qui relie les morts aux vivants. Elles sont ce qui les rapproche, et même leur permet de se rencontrer enfin. Dans son livre « Vivre avec nos morts », la rabbin Delphine Horviller relate une belle histoire de rencontre post-mortem. Il s'agit de l'histoire de Sarah. Elle vient de mourir. Son fils m'appelle. Pourriez-vous mener demain la cérémonie des obsèques? C'est dans un cimetière près de Paris. Je sais dès le début de la conversation que sa vie est irracontable. Mais son fils s'y essaie malgré tout. C'est une vie qui traverse le siècle, et peut-être un peu plus encore. L'histoire qu'il me rapporte est un assemblage d'éléments plus tragiques les uns que les autres, et les malheurs infinis qui se sont abattus sur Sarah sont plus que la vie d'une centenaire ne peut en contenir. Il y a la naissance en Hongrie près de Budapest, elle est fille unique d'un couple de petits commerçants juifs. Ses parents meurent assassinés tandis qu'elle est enfant et la voilà confiée à une tante. Elle grandit dans la pauvreté, puis se marie et devient mère à son tour, d'une petite Rivka. Rapidement, son mari tombe malade et décède. La guerre resserre son étau autour d'elle. À l'été 44, ma mère, sa tante et Rivka sont déportées vers Auschwitz. À leur arrivée au camp, elles sont immédiatement séparées. Rivka lui est arrachée et elle voit s'éloigner sa petite fille chérie qui part avec sa tante vers les chambres à gaz. Ma mère survit à la déportation et se retrouve à Paris un peu par hasard en 45. Puis elle rencontre Michin, lui aussi rescapé. Ensemble, ils fondent une famille et ont un fils. Qui me raconte comme il peut l'histoire de sa mère. Le lendemain de notre conversation, je suis arrivée tôt au cimetière. Le fils de Sarah a avancé droit dans ma direction et m'a dit « Allons-y ». Il a fait un signe aux pompes funèbres. Notre convoi s'est alors mis en route, lentement. Suffisamment lentement pour que je le comprenne. Pour cet enterrement-là, il n'y avait que lui et moi. Le fils de Sarah était venu seul, tout seul. Dans l'allée du cimetière, à quelques pas d'une tombe ouverte, le cercueil était posé entre nous et nos deux visages se faisaient face. D'un côté se tenait l'homme qui m'avait raconté la veille tout ce qu'il savait de sa mère. De l'autre, j'étais celle qui allait en retour le lui répéter. J'ai simplement raconté cette femme à celui dont je tenais tout ce que je savais d'elle. Je me suis adressée à ce fils pour lui raconter sa mère. J'ai repris ces mots dans ma voix, je les ai traduits dans mon langage pour les lui faire entendre autrement. Je crois que jamais mieux que ce jour-là, je n'ai compris mon rôle et ce à quoi sert un officiant au cimetière. Accompagner les endeuillés, non pas pour leur apprendre quelque chose qu'ils ne savaient déjà, mais pour leur traduire ce qu'ils vous ont dit, afin qu'ils puissent l'entendre à leur tour. Ce jour-là, j'ai dit à un homme ce qu'avait été sa mère, ne pouvant inventer autre chose que ce qu'il m'en avait livré. Et pourtant, je ne saurais l'expliquer, mais c'est comme si une autre histoire s'était devant nous énoncée.
Le fils de Sarah s'est avancé vers le cercueil et a caressé de sa main ce bois qui enveloppait sa mère. Il a pleuré longuement et c'est là qu'il m'a dit « Quelle vie elle a eue !» J'ignore dans quelle mesure il venait de le découvrir. Si la cérémonie n'est pas un tête-à-tête comme le furent les obsèques de Sarah, si on peut se rassembler à plusieurs, les fils de soie tendus entre le mort et les vivants se multiplient et se tissent. Chaque hommage fait au défunt par ceux qui le connaissaient est un fil qui vient s'enrouler autour des autres. Ensemble, ils tressent une corde épaisse et chamarrée. Dans Soigner les morts pour guérir les vivants, la psychologue Magali Molinier décrit les hommages collectifs comme un art des versions. Chaque proche raconte sa version du mort, une version que les autres ne connaissaient pas. Et soudain, voilà que le mort vous surprend, vous fait rire. Vous le découvrez dans toute sa complexité, sa densité, sa richesse. Vinciane Després cite ce travail de Magali Molinier dans Au bonheur des morts et salue son analyse. Selon elle, on comprend bien trop souvent nos rituels funéraires de façon fonctionnaliste et réductrice. On les envisage comme une façon de faire son deuil. Vinciane Després trouve que cette expression « faire son deuil » est omniprésente dans notre rapport contemporain à la mort. Elle y voit un réflexe de pensée, une injonction même. Pour elle, le deuil est appréhendé de nos jours comme une sorte de devoir de sauvegarde psychique qui ne concerne que les vivants. Alors que le rapport aux disparus peut consister à leur donner, activement, un surplus d'existence, à les faire vivre. Tu vois, moi j'aime beaucoup l'idée que chacun puisse trouver sa façon de garder un lien avec la personne défunte. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens, que le malentendu il porte plutôt sur une sorte de règle implicite qui dirait il y a un moment pour le deuil et puis un moment pour passer à autre chose. Et moi en fait je comprends pas vraiment ça. Et en plus, mon expérience personnelle aux côtés des patients, elle est différente de ça. J'ai l'impression que la recherche d'un chemin de deuil, c'est une expérience très solitaire et qui peut avoir des déclinaisons multiples. Et c'est vrai qu'à un moment, moi, j'ai l'impression que le deuil, il vient se mélanger avec le chemin de vie et ça fait comme un voile qui change un tout petit peu les couleurs du monde et de l'avenir. Pour ma part, j'aime bien l'approche de la Thanatodoula Heidi. Pour elle, les morts existent, c'est juste qu'ils existent différemment. C'est aussi une notion qu'on trouve dans le bouddhisme, qui considère que l'état de conscience le plus profond subsiste quelques jours après la mort du corps. Parmi celles et ceux qui restent, il y a des personnes qui savent bien que les morts continuent d'être, à leur façon. Joyce Carol Oates en fait partie. En exergue de son livre « J'ai réussi à rester en vie », elle publie 2 très beaux messages qu'elle a reçus lorsque son mari est mort. À la mort d'une femme que j'aimais, j'ai trouvé un réconfort à me dire qu'elle n'était pas moins réelle parce qu'elle ne l'était pas aujourd'hui. À la façon dont les Néo-Zélandais ne sont pas moins réels parce qu'ils ne sont pas réels ici. Derek Parfit. Quand ma mère est morte, j'ai adopté la technique Gestalt. Chaque fois que le chagrin me submergeait, je me disais « Je choisis d'avoir une mère qui est morte ». Tidy, ex-collègue. Alors, je suis Patricia Bon, j'ai 69 ans. À la retraite depuis 4 ans. Ma fille est décédée il y a 6 ans suite à un cancer urologique, un cancer de TFEB du rein. Natacha était une scientifique. Elle est passionnée par l'astrophysique. Elle a fait Supélec. Après, c'est en rentrant d'une année de césure en Argentine qu'elle a découvert son cancer. Et là-dessus, on a un ami qui travaillait au CA qui lui a dit « Natacha, tu as 3 ans, il faut que tu fasses une thèse en 3 ans. » Elle a fait sa thèse avec sa maladie d'astrophysique, ça c'était sur l'albédo des étoiles, c'est-à-dire qui envoie des sons et que ça repart. Elle avait beaucoup de caractère, je dirais même qu'elle était chiante. Les médecins l'ont tous dit, mais par contre, elle était très, très attachante. Parce qu'elle était tournée vers l'autre en rentrant d'Argentine. Avec des amis, 4 copines, elles ont monté une association qui s'appelle Champs Libres et qui permettait de faire des cycles de formation dans les prisons. Ça l'a fait beaucoup, beaucoup vivre, ça. Même pendant sa maladie, puisqu'elle a refusé des postes à responsabilité dans le Sud pour pouvoir rester près de son association. Au début, elle a complètement refusé la maladie pendant 6 mois. Ensuite, elle a pris les choses en main.
Et là, elle a tout fait. Elle a mené les médecins en disant « Je veux ce médicament, je sais qu'il existe, on va le tester ». Et c'est vrai que le fait qu'elle soit scientifique l'a beaucoup aidée dans sa maladie, puisqu'elle voulait tout savoir. Et c'est elle qui menait les médecins. Tous les médecins qui l'ont côtoyée, ils disaient tous que c'était elle, le chef d'orchestre de sa maladie. Et ensuite, et elle a eu des moments où elle savait qu'elle allait partir, en plus que ça, c'était inévitable, mais elle ne savait pas quand. C'est ce que lui avait dit l'oncologue. Lui avait dit, vous allez en partir, mais on ne sait pas quand. Et c'est pour ça qu'elle avait choisi cet oncologue-là, parce qu'il lui avait dit la vérité. Ça a été hyper important. Elle était dans la lutte perpétuelle, mais une grosse lutte. Elle a téléphoné aux États-Unis pour avoir un médicament qui n'existait pas en France. Le médecin qui lui dit, mais attendez, vous êtes qui? Je suis une malade. Ah ben non, on ne peut pas vous l'envoyer. Bon, elle a tout fait. Elle a écrit à l'AMS. Elle a vraiment tout fait. Elle était dans la lutte. La fin de vie, pour elle, ça n'arrivait pas. Elle ne s'est pas apaisée, sauf les 2 derniers jours où elle a demandé à partir. Mais sinon, elle a tout le temps lutté. J'ai mis peut-être 4 mois pour commencer à y croire. 4 mois après son départ. J'étais dans un déni complet. À tel point que quand elle est partie, définitivement, dans la dernière minute, j'étais dans le couloir et je n'ai pas vu son dernier souffle, par exemple. Parce que j'étais dans le couloir, j'y croyais pas. Là, ce que j'aurais aimé, c'est que les infirmières, quelqu'un qui me dise « Mais madame, allez-y, c'est son dernier souffle ». Et ça n'a pas été fait. Ça, je le regrette. Excusez-moi. Je le regrette un peu quand même. Un peu beaucoup même, mais bon. On était là, on est resté 2 jours à l'hôpital. Alors on rentrait, on sortait, on était dans le couloir. Comme on fait. Et il y avait mon mari à ce moment-là. Moi, j'étais dans le couloir et j'ai pas assisté à son dernier. J'aurais bien aimé lui dire on t'aime, au revoir et à bientôt. J'ai pas pu. Et comme j'étais dans le déni, du coup, j'étais dans le couloir. Mais elle nous avait fait plein de petits mots. Elle avait fait des mots tout au long de sa maladie. Ça nous a bien fait plaisir, entre guillemets, parce que... Aujourd'hui, comme souvent, tu m'as déposé à Passy pour m'éviter de prendre le bus. Et comme d'hab, avec les bouchons, j'ai perdu encore 20 minutes dans l'histoire. Mais de toute façon, je le savais quand j'ai dit oui. Et je redirai oui la prochaine fois, parce que j'aime bien passer du temps dans les bouchons avec toi. C'était hyper agréable, ça. Alors bon, c'était dur et agréable. C'est un beau message, ces petits mots-là. C'est des petits post-it, c'est des fois c'est des grandes lettres, des fois c'est des petits post-it. Maman, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de post-it. C'est parce que je me suis habituée à la chimio. Et je suis très occupée avec ce temps libre, David et mes copains. Oui, je vis avec la maladie, et pire, je suis heureuse. Parfois j'ai peur de dire ou de faire des choses qui vous feraient de la peine. Je suis maladroite, tout le monde le sait. Alors oubliez si j'ai dit des bêtises. Ne gardez que ce qui est important. C'est vraiment dur d'écrire une lettre d'au revoir à sa maman. Alors j'ai fait comme si de rien n'était, devant des bêtises à la télé, en me goinfrant de biscuits. En fait, le docteur Malouf avait raison. Ces années de maladie valaient la peine d'être vécues. Et je suis heureuse de les avoir vécues auprès de vous. En ce moment, on n'arrête pas de se disputer toutes les deux. Tu t'occupes vraiment bien de moi. Tu m'aides pour les rendez-vous. Tu m'aides quand j'ai peur de rester seule. Tu m'aides quand j'ai la flemme de faire à manger ou le ménage. Je sais que tu crois pas au paradis, mais je t'assure que je suis quelque part dans le coin, à te surveiller et à m'occuper de toi. Je vois que je te ressemble beaucoup et j'espère que tu es fière de ce que j'ai fait de ma petite vie toute courte. En tout cas, moi, je suis très heureuse. Je ne changerai pas une seule journée. J'ai tout aimé. Ma famille, mon David, mon travail, mes amis, mes voyages, ma prison, mes dessins. Je t'aime. J'aurais voulu rester avec toi plus longtemps. Mais tu sais, ma vie a été géniale, en partie grâce à toi. Je ne veux pas que tu sois triste. Je sais que c'est normal de l'être, mais tu as tout fait pour que je sois heureuse, et tu as réussi. Le reste ne compte pas. Alors sèche tes larmes. Ta vie, elle continue. Et quand tu mourras très très vieille, on se retrouvera, je pense. Je t'aime, maman. Natacha. Un an après son décès, j'ai invité beaucoup de gens.
J'ai demandé au planétarium de privatiser le planétarium, parce qu'on était en train de baptiser une nouvelle étoile qui s'appelait Natacha, qui était l'ancienne Capella. Donc on n'a peur de rien dans la famille. Dernièrement, on s'est revus, on a fait un week-end avec tous les copains de Champs Libres. On rencontre tous les ans, on voit son compagnon. On fait un repas Natacha. On fait ce que Natacha aimait bien manger. Elle aimait beaucoup la soupe de poisson que mon mari fait. Elle aimait bien les crêpes, des crevettes. Elle aimait bien tout ce qui est fruits de mer. Les huîtres et tout ça, elle aimait bien. Natacha, il y a plein de rappels qui fait qu'elle continue à vivre avec nous. Puis pour les 10 ans de son départ, j'ai prévu de faire quelque chose aussi. Mais là, je vais peut-être pas le dire à la radio. Elle vit tout le temps, je la fais vivre. Je la fais vivre par des rencontres, par des choses comme ça. J'essaye en tout cas. Et nous, on fait vivre la patiente de Justine, Madame B. On essaie en tout cas. Justine, voici une chanson pour ta playlist. Madame B avec tous mes sens, mes expériences, je vous ai regardé, écouté, en moi vous raisonnez, vos yeux, votre histoire, votre départ, je veux et me souvenir, Madame B, en moi, vous raisonnez. Merci du fond du cœur à vous, soignants, soignantes ou soignés, qui nous avez confié votre parole. À vous qui nous écoutez, vous pouvez à votre tour nous envoyer vos idées, vos témoignages et vos remarques en vous rendant sur notre site, leserment-d'Augusta.com. Le Serment d'Augusta est un podcast coproduit par Sorbonne Université et la Fondation de la PHP, avec le soutien de la Fondation Sorbonne Université. Concept et écriture, Olympe de G et Emmanuel Flamand-Rose. Réalisation, Elisa Grenet. Musique, James Elegance. Avec la participation des journalistes David Carzon, Rosane Le Saint et Stéphanie Estourné. Les textes lus ont parfois été modifiés pour être interprétés sous forme de dialogue. Ils ont été interprétés par Florian Chauvet et Alexandra Sismondi. Je me suis demandé si je pouvais